C'est un honneur pour moi. J'adore venir à l'école, je suis très attaché à l'école. J'ai, moi-même, j'ai passé mon bac en 99. J'ai fait une année à Olivier de Serres. Est-ce qu'il y en a d'Olivier de Serres ici? Une année que j'ai adorée aussi, où j'ai appris un tas de trucs très techniques et très structurants que j'ai continué à utiliser toute ma vie. Et puis, j'ai eu l'occasion pendant ces années-là de rencontrer des gens qui avaient fait l'ANSSI, de rêver avec eux, d'entendre des variétés de parcours complètement dingues, qui sortaient de tout ce que j'avais pu imaginer. Je ne sais pas pour certains d'entre vous, mais moi j'ai une scolarité assez, disons, assez... Enfin, j'étais pas nul, mais j'avais vraiment tendance à regarder par la fenêtre beaucoup plus que regarder mes profs. Et ça a été un peu une révélation. C'est-à-dire que le moment où je suis rentré dans ces études artistiques, le moment où j'ai pu corréler ce que je voyais par la fenêtre avec le monde réel et qu'on m'a donné les clés pour le faire, c'est devenu complètement dingue et tout s'est révélé. Euh, alors, donc je suis diplômé depuis 2005. J'ai été prof en 2015 et 2016. Je suis intervenu, tout à l'heure on le mentionnait, dans le master IBD. Euh, et depuis une vingtaine d'années, moi, ce que j'ai fait finalement, c'est que, au-delà d'agir et de penser et d'être un designer, j'ai créé des équipes de design et d'innovation dans des grands groupes internationaux, comme Steelcase ou Sodexo ou Malakoff Humanis, qui est beaucoup plus franco-français là pour le coup. Euh, et donc ça veut dire que ma notion ou ma pratique du design, elle s'est étendue au-delà de l'acte de production d'objets, et elle incorpore tout un tas de sujets qui veut dire intégrer des communautés, faire en sorte que les gens embarquent avec vous dans des idées nouvelles. Et donc ça veut dire que le design d'un coup s'applique à la transformation des choses, des gens, des hommes, des organisations. Euh, et donc il dépasse complètement l'acte créatif que j'avais cru développer avant. Mais c'est ce que cette école permet en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens à certains moments qui déclenchent ça, qui déclenchent ces possibilités et qui vous font réaliser que vous pourrez le faire. Euh, Moi, je me faisais une remarque, je me disais en fait, cette école, elle est sauvage. C'est-à-dire que quand elle est dure à choper, donc je ne sais pas pour certains d'entre vous, mais moi, j'hallucinais d'avoir été pris. Elle est dure à choper et une fois qu'on l'a, eh ben, elle est hyper dure à dompter. Parce que les choses ne sont pas écrites et vous allez devoir attraper chaque opportunité et les faire vôtres. Donc moi, je voulais vous donner quelques conseils de vieux routard là-dedans. Et, et le premier qui me venait en tête, donc pour dompter cette école, c'est déjà vous dire de prendre le temps de vous perdre. C'est une école qui propose plein de trucs et tous les quelques 6 mois ou 3 mois ou 6 mois, vous êtes obligé de prendre des décisions sur ce que vous voulez faire après. En fait, il faut le voir comme un grand souk, avec plein de saveurs. Et il ne faut pas prendre la posture du mec qui dit « moi, j'aime pas les haricots verts ». Quoi. Et du coup, comme j'aime pas les haricots verts, je vais jamais en manger. En fait, c'est l'inverse. Là, c'est le moment où il faut vraiment oser goûter les trucs, y aller et dépasser ses peurs. Moi, j'étais très attiré par le design produit en arrivant. Et puis, il y a un mec qui m'a fait réaliser que j'avais des talents musicaux que je pouvais exploiter ou des talents de design sonore. Ce qui fait que je me suis retrouvé à faire la musique d'un dessin animé pour La Poste. Euh, j'ai euh, j'ai évolué vers des univers hyper narratifs. Après, je me suis rendu compte qu'on pouvait concevoir la narration comme un outil de design et de conviction. Et puis, euh, et puis, je me suis retrouvé aussi à faire du design de service, de prospective. Et donc à m'éloigner de plus en plus des champs que je croyais connaître. Et puis un jour, j'étais en stage chez Schneider Electric à Grenoble. Et j'avais un boss qui était un peu un vieux de la vieille design. Il avait 60 ans. Il avait connu l'émergence du design dans une boîte comme Schneider Electric. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais Schneider, c'est la boîte qui fait
les trucs qui se retrouvent planqués dans les sous-plafonds. Enfin, je veux dire, c'est le niveau zéro du design quand on sait pas ce que c'est, quoi. Pourtant, aujourd'hui, c'est une équipe qui fait plus de 100 personnes, qui est partout dans le monde, qui est géniale. Enfin, j'ai encore des relations avec eux. Et, euh, et je dis ça parce que lui me regarde, il me dit, mais toi, quand même, tu serais pas un peu plus un sociologue du design? C'est-à-dire que le mec intuitait à ce moment-là, et là, on est en 2003 ou 2002, il sentait qu'émergeait cette notion de sciences sociales vraiment au cœur des problématiques de design et que moi, sans le savoir, en fait, j'incarnais un peu ça. Et il me dit, tu devrais aller gratter des boîtes comme IDEO. Donc, j'en ai profité de l'ENSI pour aller faire un tour en Californie, au California College of Art, et où j'ai découvert cette autre perspective très sciences sociales appliquées des boîtes comme IDEO. En gros, ils avaient trouvé le moyen de mettre des sciences sociales dans le process créatif et donc de changer la façon de concevoir. Ça ne veut pas dire que les gens se foutaient des sciences sociales avant, mais en gros, ils avaient accéléré le processus. Tout l'enjeu des boîtes, c'est d'aller vite, en fait. C'est pas de passer des plombes. On ne peut pas être des doctorants de sciences sociales à l'ENSI, c'est pas l'objectif. Mais il faut qu'on ait cette habileté. Et moi, finalement, ça m'a fait choisir un premier job dans une boîte. Et je me dis, en comparaison, disons que je ne vais pas vous faire l'alphabet du design, mais ce que je peux au moins faire, c'est témoigner de mon expérience perso. Euh, c'est que mon premier job, en fait, je me suis retrouvé à travailler avec une psychologue environnementale brésilienne, une anthropologue américaine, un mec qui faisait de la strat et qui était suédois. Et en fait, il y avait un électricien, mais qui était devenu inventeur, qui avait, je ne sais plus, 150 brevets, une espèce de malade qui trouvait une idée toutes les 10 minutes. Mais un gars brillantissime. Et en fait, tous ces gens-là, ils m'amenaient à me dire, mais le design, ça va bien au-delà de ce que je connais ou d'une matière. C'est vraiment le composite d'un paquet de trucs qu'il faut comprendre. Et puis, donc ça, c'est pour dire finalement, on ne sait pas. Et finalement, avec eux, on a travaillé sur le futur des environnements éducatifs, sur le futur des hôpitaux, sur le futur de la collaboration à distance. On a créé des nouvelles lignes, des nouvelles verticales de produits. Et en le faisant, en s'abstrayant presque de la forme, c'est-à-dire qu'on voulait créer des circonstances ou des expériences qui fassent que ça change les comportements des gens. Euh, et puis, il y a aussi dépasser les peurs. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de manger des haricots verts. Moi, j'étais pas fan des machines, quoi. Ça me foutait la trouille. Descendre dans un atelier, je pense que Simon est témoin. Simon qui est de la même promo que moi, hein. Manipuler des perceuses à colonnes, des scies circulaires. Autant vous dire que je suis un peu ému. C'était chaud, mais c'est pas cette peur-là qui m'émeut, excusez-moi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait après. Et en fait, beaucoup plus tard, quand je me suis retrouvé à conseiller la direction générale de Ford, on était, pour le coup, on voulait réaménager des environnements pour eux. C'était des mecs qui n'avaient pas de temps. Et en fait, c'était des outils de démonstration dingues. C'est-à-dire que je pouvais me pointer, j'ai fait venir des camions et on a mis en scène des espaces pour qu'ils puissent expérimenter des trucs en même temps qu'on les faisait travailler sur les façons dont ils bossaient pour réinventer les environnements dans lesquels ils voulaient travailler. En fait, le passage à l'échelle, c'est un truc qui fait tellement de différence que je ne peux qu'encourager à dire allez-y, quoi. Et typiquement, le métal est un truc qui permet de passer à l'échelle de précision. On a parlé de lieu de transmission, et là, c'est marrant parce que quand je repense à mes expériences, c'est marrant, c'est presque ça qui est le plus riche hein, dans tout ça. C'est on parlait de transmission et d'âge. Pour moi, j'ai un souvenir qui me revenait en écrivant ça, c'est un jour, je décide de prendre un projet, design numérique, et on voulait travailler sur la photographie et la sensibilisation des gens à l'image et des enfants. Et là-dessus, moi, je me retrouve à travailler avec un ancien pilote de l'armée israélienne qui avait décidé de faire un tournant. Donc le mec a 35 ans, je crois, un truc comme ça. Il a 2 enfants. Il a fait des trucs glauques. Il a bombardé des trucs qu'il n'avait pas envie de bombarder. Et
Et donc on se retrouve à travailler ensemble, hem et je me souviens d'une nuit où en fait, moi, je suis pris de panique parce qu'on n'arrive pas à démouler un proto en silicone et le truc, le rendu est à 8 heures du mat, il est 6 heures du matin, le truc se démoule pas, enfin et lui arrive et il gère le truc. J'ai jamais vu un mec traiter une situation avec autant de calme et de flegme et en fait, il arrive à démouler le truc par des tout petits coups de marteau qu'il a fait pendant 2 heures jusqu'à ce que le machin se sépare. Incroyable, heu et en fait, j'y pense souvent. C'est-à-dire que dans des moments comme en ce moment où je devrais pas être stressé, je pense à lui et je me dis: «Le mec, la tout ce self control qu'il a su développer, c'est un truc que moi, à son âge, je pouvais pas avoir». Hem et que vous êtes entouré de ces gens-là, vous êtes entouré de ces profils avec des âges et des expériences différentes. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants, j'ai l'impression et heu donc c'est nous qui sommes la transmission ensuite, mais vous les avez déjà. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens autour de vous qui amènent des perspectives uniques et hyper intéressantes. Donc c'est un lieu de transmission et vous allez découvrir aussi des façons de procéder au design qui sont vachement différentes de vous. Entre l'intellectuel et l'expérimental, vous allez avoir le gars qui fait, 25 000 protos pour arriver à un truc, là où vous, vous avez besoin de vous prendre la tête pendant 15 heures pour arriver au même truc et en fait, il y a pas une méthode qui marche, mais simplement, c'est hyper intéressant de voir comment les autres opèrent et qu'ils y arrivent et de temps en temps, quand vous allez voir, le mec, il prend votre truc, il bidouille 5 minutes avec et en 3 minutes, par son approche, il arrive à débloquer le problème dans lequel vous étiez vous et ça amène vraiment à se poser la question de qui on est et je trouve que cette école, s'il y a vraiment quelque chose à faire et à profiter pendant 5 ans, c'est de l'utiliser pour se situer. Est-ce que je suis hyper focus ou est-ce que je suis transverse? Il y avait un mec à côté de nous qui faisait vélo sur vélo, sur vélo, sur vélo pendant 5 ans, quoi. Pendant 5 ans, le mec a fait que des vélos, tu te souviens? C'est et moi je me disais: «Putain mais moi j'aime faire du vélo, mais il faut quand même pas abuser, quoi» et alors c'est la charrette du vélo, le machin et puis que je te fais un nouveau système. En fait, il avait un génie, mais qui était vraiment sur une verticale de T, qui était le vélo. Il explorait les matières liées au vélo, les formes de soudage liées au vélo et cetera et ce gars est devenu un génie, quoi et aujourd'hui, il y a des pros qui font appel à lui pour faire son vélo. C'est que c'est là encore, moi, j'étais beaucoup plus transverse, j'avais envie de toucher à plein de trucs, mais mais j'avais pas d'idée préconçue là-dessus sur ce que j'étais. Aujourd'hui, j'adore, co je vous ai même pas dit ce que je faisais, hein, mais je conseille des directions générales sur des sujets stratégie, innovation, un peu comme j'ai fait dans le passé et en fait, les problèmes, ils sont hyper différents à chaque fois entre, de la grande distribution, de l'alimentaire, une boîte qui fait du champagne et cetera. On touche plein d'enjeux et plein de sujets et je trouve personnellement, moi, ça m'enrichit beaucoup plus et ensuite, il y a la notion d'entrepreneuriat ou de corporate, où est-ce que vous vous situez, en fait, pour la suite et ça, c'est intéressant aussi de lire les gens autour de vous et quelle fibre ils ont. Moi, je me rappelle d'un mec, je pense que pendant l'ENSI, il a gagné plus de fric que moi, j'en ai gagné 10 ans plus tard, quoi. Parce qu'il était juste, super entrepreneur déjà. Il avait cette essence. Donc il n'hésitait pas à vendre ses services, le week-end, il a développé des petites idées à droite à gauche, en side project et en fait ça marchait, quoi et c'est marrant, moi je j'ai pas cette audace entrepreneuriale-là, mais quand je vois le nombre de trucs qui sont à votre disposition, ceux qui le sont et ben, foncez et ceux qui le sont pas et ben, regardez comment ceux qui le sont, font et voyez si vous pouvez faire des trucs avec eux parce que eux ils vous tireront et puis inversement, vous vous amènerez d'autres choses qu'ils sont pas capables de faire en tant qu'entrepreneur parce qu'ils savent pas scaler les trucs, donc passer à l'échelle, ils savent pas, introduire, des process pour répéter les choses et cetera, que où là où vous serez peut-être meilleur. Il y a le sujet de mix de pratiques. J'ai eu la chance en fait, moi, de voir différents lieux parce que dans les jobs que j'ai faits pendant un certain temps, j'étais dans des sujets très exploratoires donc ici, j'ai goûté à ce mix des pratiques. Je disais tout à l'heure, la musique, la poésie, la danse et cetera. On avait des gars qui faisaient du breakdance quand on faisait un projet et qui, derrière, faisaient du rap, qui ensuite, il y a plein de trucs à mixer
et vous amener, j'espère que vous aurez le cran d'aller chercher les autres trucs que vous avez développés et de les mettre dans vos projets pour transcender ça et pour aller ailleurs. C'est ce qu'on voit vachement bien quand on va au MIT Media Lab, par exemple, où il y a ce mélange. Par exemple, moi, j'avais fait un projet où on mixait l'architecture et la robotique. Qu'est-ce qui se passe quand les plafonds descendent, les trucs se changent autour de vous, etc. Comment ça modifie votre perception? Comment est-ce que ça peut modifier les organisations des espaces, etc. C'est ce qu'on voit aussi quand on bosse avec l'école de cinéma à Los Angeles, où ils travaillent sur le world building, qui est en gros... Alex McDowell, c'est un mec qui il a fait plein de mondes de films. Et quand on fait un film, on a besoin que ce soit crédible sous plein d'angles différents. Mais une boîte, quand elle se projette dans l'avenir, elle a le même problème. C'est quel va être le monde demain et qu'est-ce qui va se passer que je dois prendre en compte. Et donc, Alex McDowell, ce qu'il fait, c'est qu'il fait bosser une équipe sur c'est quoi les croyances, les religions de ce monde-là. C'est quoi l'univers visuel de ce monde-là. C'est quoi l'architecture dans ce monde-là. Et donc, il répartit. Enfin, ici, ça serait hyper intéressant de faire un monde. On pourrait partir dans un trip du genre, et si demain, on était, je sais pas, on arrête le pétrole et on s'amuse à voir quelles sont toutes les conséquences sociales et à quoi ressemble la France dans 20 ans. Et puis, on prend chaque sujet un par un et on observe ça. Mixer les pratiques, c'est super critique. Et ensuite, je pense à titre, là, je vous parlais un peu de quoi faire de cette école. Ça vous empêche pas ensuite, moi, j'ai eu des opportunités de créer mes équipes et donc de reproduire ça. C'est-à-dire, j'avais créé une équipe de conseil dans laquelle j'avais une personne qui venait de ressources humaines, une personne qui venait du design, une personne qui venait de fusion-acquisition, en fait, parce que je voulais pouvoir répondre aux problématiques d'un dirigeant quand il est, mais en ayant le langage que lui utilise, que nous, on n'a pas forcément. Et on se marrait pareil. Hein. C'est pas parce qu'ils ont des titres de job qui sont pas très réjouissants qu'ils n'étaient pas créatifs, marrants et capables de faire des trucs super intéressants. Au contraire, même des mecs, à un moment donné, j'avais un fonds d'investissement, même un fonds d'investissement avec des purs analystes et tout, ben en fait, quand on les met sur des sujets d'anticipation, de prospective, d'investissement sur des boîtes vraiment marrantes et disruptives, là, ils s'éclatent, ils transcendent et c'est super. Je voudrais juste reprendre après la posture pour la suite. Et je ne sais pas s'il y a un timekeeper, mais vous m'arrêtez. Hein, je pense que un des trucs qu'il faut réussir à faire, c'est apprendre à oser son intuition. Il y a des moments où tout le monde va vous dire que c'est pas possible, en fait, que votre idée, elle n'est pas tout à fait pertinente. Et il y a des moments où il faudra lâcher, il ne faut pas être buté, mais il y a aussi des moments où quand vous sentez que le truc est important, il ne faut pas lâcher. Et ça me rappelle, il y avait eu un concours, Electrolux avait lancé, le groupe Electrolux, qui est un groupe suédois, avait lancé un concours mondial avec plein d'écoles en disant dessinez-nous le futur de l'électroménager. Et donc on s'était organisé pour répondre à ça en disant ouais, on va. Il y avait les mecs qui faisaient la cuisine triangulaire, et puis il y avait ceux qui disaient la cuisine nomade, et puis il y avait ceux. Donc on avait développé plein de concepts comme ça, mais qui étaient très orientés électroménager. Et moi, j'avais le sentiment qu'on était en 2003, j'avais le sentiment qu'on allait dans le mur à proposer des nouveaux trucs, quoi. Et qu'il était peut-être temps d'inventer de l'électroménager qui se loue. Mais c'était pas du design. Ah mais non, mais fais pas une réponse comme ça, c'est pas du. On est en 2003, hein, donc je jette pas la pierre, mais à ce moment-là, mes propres profs me disent mais c'est pas du design, c'est un problème de business. Et en fait, je me souviens de travailler, de brainstormer avec les copains, etc. Et puis finalement de revenir en disant mais si, c'est un problème de design, parce que si tu pars du principe que tu veux louer cet électroménager, ça a des incidences sur la conception. Quelle est la gueule de ce truc? À qui tu vas l'adresser? Et si une famille prend une machine à laver, est-ce qu'elle peut changer de taille dans le temps? Est-ce qu'un frigo peut changer de taille, etc. Et ça posait plein de questions en fait de conception qui font que tenir cette conviction, c'était vachement important. Et on a eu raison parce que, in fine, premier prix, on a passé après 8 mois dans leur centre de design global en Italie. Enfin, c'est des opportunités de dingue. Ils nous ont payé l'appart. Enfin, c'était génial, quoi. J'aurais été vraiment con de ne pas suivre mon intuition ce jour-là. Donc, je le dis, il y a des moments
faut savoir tenir les trucs. Et quand on marque ces points-là, ils ont une valeur énorme pour structurer la confiance plus tard. Sur d'autres moments, on doit se battre pour ses convictions. Il y a un autre point qui est très important lié à l'intuition, c'est d'apprendre à la décomposer. Je sens un truc, c'est vachement important. Par exemple, je me dis, le plafond, il devrait être rouge ici. Je ne sais pas trop vous l'expliquer, mais décomposer cette intuition, c'est vachement important. En temps réel, c'est quoi les variables? Et ça, c'est un muscle qu'il faut développer toute sa vie et que vous pouvez commencer à faire maintenant. Quand vous êtes quelque part, c'est quoi les variables qui font que votre expérience est ce qu'elle est? Donc, en quoi cette lumière joue sur votre perception? En quoi cette hauteur de plafond joue sur votre perception? Pourquoi les ouvertures ici ont un effet? Pourquoi ils n'ont pas juste fermé, en fait? C'est quoi la différence entre fermer et laisser ouvert? La nature du bois, les ouvertures. En fait, il y a un tas de trucs. Votre emplacement dans l'espace, le fait d'être aligné par rapport au fait d'être juste dispersé ou debout dans l'espace. Il y a des variables qui sont informationnelles, d'autres qui sont spatiales et d'autres qui sont sociales. Ces trois trucs-là, c'est le prisme qu'il faut utiliser pour analyser toutes les circonstances dans lesquelles on évolue. Et ça va muscler votre répertoire de qu'est-ce qui fait quoi sur la perception. C'est un tout petit peu chiant ce que je dis, mais c'est très important en conception. Et je vous donne un exemple perso. Un jour, on m'avait demandé, une banque américaine qui s'appelle Chase avait refait toutes ses agences bancaires aux États-Unis. Et ils avaient mis des millions. Vous pouvez imaginer le prix que ça coûte. C'est comme si BNP faisait ça à Paris, quoi. Et on m'avait demandé pourquoi ça marchait pas. Ils avaient des retours clients qui étaient super mauvais. Et parmi les politiques qu'ils avaient mis en place, il y en avait une qui était ah ouais, on a fait des mesures, on s'est rendu compte que quand le distributeur de billets, donc qui est une personne, hein, on appelle ça un teller en anglais, quand il donne les billets et quand il est à la hauteur des yeux, donc ils appelaient ça eye contact, quand il est à la hauteur des yeux du client, le client dépense plus. Du coup, ça faisait partie des insights ou des idées que les mecs avaient utilisées pour la conception des agences et des accueils. Et en fait, moi, un jour, je me retrouve à discuter avec un teller, avec un de ces... Et je vois que tous les tiroirs, en fait, étaient creusés, quoi, sur le dessus. Et c'est tout con, mais le fait d'analyser toutes ces variables, de voir ce qui jouait sur le comportement, ça m'a permis de constater qu'en fait, ils creusaient le truc parce qu'ils posaient le pied dessus, parce qu'ils avaient horriblement mal au dos, parce qu'on avait viré les chaises pour qu'ils soient à eye contact. Et donc, en fait, ils se retrouvaient à avoir des back pain, enfin des souffrances de dos terribles, qui faisaient qu'ils étaient odieux avec les clients et que le chiffre d'affaires descendait, quoi. C'était aussi con que ça. Mais il y avait plein d'autres sujets. Il y avait le traitement de la femme qu'on considérait pas comme une décisionnaire. Donc, ils avaient, quand ils recevaient, ils mettaient l'homme sur une place qui était en avant, et puis la femme elle était planquée derrière l'écran du conseiller bancaire. Donc, il y avait plein d'erreurs comme ça, où en fait, les variables sont spatiales, informationnelles, sociales, et qui permettent de faire une grosse différence quand on reconçoit les choses derrière. Il faut aussi rationaliser cette intuition. C'est-à-dire que là, on est face... Vous allez évoluer dans des mondes où les gens ont des codes et des outils qui sont hyper différents des vôtres, des manières de penser qui sont très différentes. Quand tu as dit chiffres tout à l'heure, je me suis dit se familiariser avec les chiffres. Alors moi, je trouve qu'il y a un truc qui est assez génial, c'est que moi, j'ai émergé dans un monde où trouver des chiffres, c'est l'énorme galère. Et des boîtes comme BCG, McKinsey, dont vous devez connaître les noms, se sont fait énormément de pognon sur le fait de fournir des chiffres. Et donc, d'ailleurs, on appelle ça cruncher la data. Donc, quand on est un petit jeune chez McKinsey, on crunch la data. Ça veut dire le job ingrat de faire des tableaux Excel pour trouver des chiffres et prouver des trucs. Eh bien, ça, mine de rien, si l'IA peut apporter quelque chose, c'est de vous permettre à vous de assez facilement cruncher la data et donc de pouvoir argumenter vos propos et vos convictions. Si j'avais fait le truc d'Electrolux aujourd'hui, j'aurais 40 chiffres à mettre en face, qui auraient été puisés dans 25 stats partout dans le monde, et j'aurais pu faire mon business case et passer à autre chose, quoi. J'utilise des mots business case, ça doit vous réjouir, ça, intérieurement. Mais on s'y fait au business case.
Et puis quand j'étais en charge de l'expérience client, par exemple chez Malakoff Humanis, le sujet c'était gagner 3% de points en satisfaction client. Et il faut comprendre comment ça fonctionne, comment on le calcule, comment on peut l'améliorer, le prouver. Et tout le monde vous regarde parce que le salaire, la variable du salaire du président de l'entreprise a été indexée par le conseil d'administration sur ce fameux chiffre dont vous êtes responsable. Donc il vaut mieux comprendre la corrélation entre ce pourcentage et les actions que vous faites. On a parlé d'écouter tout à l'heure. Il y a la notion d'écouter le client. Donc on peut écouter son intuition, mais le truc fondamental que je faisais pas assez au début et que j'ai appris à faire de manière beaucoup plus rigoureuse, c'est d'écouter l'utilisateur, d'écouter l'audience. Et même moi, ça me rend humble. L'autre jour, j'étais invité par Anne-Marie Sargueil, Janus de l'Industrie, et Patrick Join présentait le mobilier qu'il a dessiné pour le Grand Paris. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. Bon, Patrick Join, designer, beaucoup de liens avec l'école. Je ne sais plus s'il est de l'école, mais en tout cas, il y a toute une histoire. Voilà, il est de l'école. Et j'adore Patrick Join. Nous, on l'avait déjà fait bosser à une époque pour qu'il redessine toute l'entrée du siège social d'une boîte où j'étais. Donc, j'avais travaillé avec lui à ce moment-là. Mais là, en le voyant présenter le projet, j'adore parce que d'abord, il laisse présenter le responsable du design chez lui. Il reste en arrière, il dit rien. Après, il écoute les 40 000 questions. Il a une patience de dingue. Il y a tous ceux qui s'écoutent parler. Il les écoute tous. Il prend tout. Et je me dis, mais le mec va exploser, quoi. Il va claquer la porte, il va se barrer. Ben non. Il est super attentif. Il écoute tout et il redigère tout et il ressort tout. Ça veut dire que les mecs très bons, ils savent faire ça très bien. Et cette écoute client, elle a deux vertus. Hein. D'abord, elle vous rend plus accessible. Elle vous permet de connaître le langage des gens. Mais surtout, elle va vous permettre d'être touché émotionnellement. Quand vous allez voir une grand-mère souffrir justement devant le distributeur automatique que vous croyez tellement simple et que vous voyez qu'en fait, elle galère, il y a son parapluie qui est tombé, elle est en train de prendre la tête pour des tas de trucs. En fait, ça vous rend hyper sensible à la réalité des gens. Et cette sensibilité-là qui va vous toucher, comme vous êtes a priori des êtres sensibles, éponges, sinon vous ne seriez probablement pas là, plus que la moyenne, je suppose pour la plupart d'entre vous, eh ben, ça va vous donner une énergie et une force bien supérieures pour dépasser votre intuition de départ. Donc se faire toucher par les gens, être vulnérable, les écouter et se laisser toucher, c'est gagner une énergie et une puissance décuplée après dans les projets. Et franchement, c'est la résilience qui fait tout gagner. L'autre jour, on échangeait avec un copain qui a dessiné les couverts du McDo. Tu sais, les trucs rouges pour foutre les frites, etc. Et 2 ans de projet. 2 ans, quoi. Donc la résilience, c'est quand même un truc assez balèze. Je vais peut-être juste approcher un dernier truc, c'est que vous avez passé, vous inquiétez pas, je conclue rapidement, mais j'aime bien parler de langage de grand-mère. En fait, plus vous allez être ici, plus vous allez commencer à parler comme des médecins. Vous allez parler de design UX, design UI, user interface, global design, design research, design stratégique, design machin. En fait, assez vite, vous pourriez vous prendre au jeu de tout ça et vous dire ce qui compte, c'est le débat sur le design. En réalité, ce qu'il faut, c'est rester ultra simple, oublier même le terme de design et rester sur des choses hyper accessibles parce que tout le monde s'en fout en fait. Et en dehors de nous, enfin, je veux dire, c'est important entre nous, ça compte de situer les choses. Mais en dehors de nous, il faut parler leur langage. Par exemple, j'aide à voir les choses autrement. Ça, on pourrait dire, c'est du design produit ou du design de service.
J'aide à avoir confiance quand on fait un nouveau projet. Ça, c'est du design strat ou du design research. En fait, on réduit les incertitudes quand on fait du design stratégique. J'aide les gens à imaginer l'avenir. Ça, c'est de la prospective ou ce qu'on appelle du North Star Design. C'est vous aidez les gens à se positionner sur le long terme. Donc, voilà, là où mais c'est vachement important parce que si vous parvenez pas à parler simplement, moi j'ai pris ma leçon une fois quand je suis arrivé chez Sodexo, ils m'ont dit tiens, ça serait quand même vachement bien que tu ailles passer 2-3 semaines dans les sous-sols d'une cantine et que tu bosses avec les gens sur place pour que tu comprennes le métier. Je dis ah ben trop bien, j'ai adoré cela dit. Mais j'arrive et le mec, je lui dis oui, moi je m'occupe de l'expérience des gens. Il me dit c'est quoi l'expérience? Alors t'es bien barré quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience? En fait, il y a c'est une boîte de 470 000 personnes avec probablement 5 000 personnes qui sont dans le cœur du réacteur bac plus 5 machin au siège et tout le reste de l'entreprise qui est à l'international, à Pétaouchnok et qui ne comprend pas en fait la vertu de ce qu'on fait et de comment on le fait, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment toujours garder cette simplicité du langage. Et donc moi j'appelle ça, je reprends mes équipes et je leur dis mais comment tu dirais ça à ma grand-mère, voilà, et qui est encore vivante, donc ça m'aide à projeter aussi. Et moi je galère à chaque fois que je parle avec elle, quoi. C'est toujours la galère. Voilà, donc je voulais juste vous apprendre un peu comme c'est un animal sauvage, à quelque part à dompter la bête. Et puis, je pense que ça va surtout, elle va vous aider à apprendre à apprivoiser votre perspective et à voir le monde comme il pourrait être, et comme vous pourriez le rendre, surtout. Voilà.